Ce jour-là, la chaleur était écrasante, comme si le ciel lui-même était en feu. Un garçon de 12 ans portait sa petite sœur blessée en direction de l'hôpital. Pieds nus, les vêtements couverts de poussière, il marchait seul. Personne ne lui vint en aide. On le regardait, puis on détournait les yeux. Certains disaient, « Il te faut un adulte, il te faut de l'argent. » D'autres se contentaient de secouer la tête, comme s'il n'était qu'un autre gamin sale, sans foyer, sans avenir. Jusqu'à ce qu'un homme s'approche, en silence. Sans poser de questions, sans demander la permission. Il dit simplement « Je m'en occupe ». Et, à partir de ce moment-là, la vie de ses 2 enfants commença à changer à jamais. Mais avant ce jour, ils vivaient comme des ombres. L'appartement était petit, imprégné d'odeurs de colère, de vie et de cigarettes, de ces endroits où le bruit s'infiltre partout et où le silence pèse, colle au mur comme l'humidité. Claude Moréa, 12 ans, plus grand que la plupart des enfants de son âge, était à l'évier, en train de rincer un gobelet en plastique fêlé sur le côté. Sa petite sœur Lina, 3 ans à peine, était assise en tailleur sur le sol de la cuisine, une poupée abîmée sur les genoux et de la compote de pommes sur le menton. Depuis le couloir, on entendait le bourdonnement grave d'une télévision laissée allumée, le volume trop fort. À l'étage, la chasse d'eau venait d'être tirée. Mais à l'intérieur de leur logement, le silence était différent, tendu, comme si quelqu'un retenait son souffle depuis trop longtemps. Claude regarda l'horloge. 18h47, sa mère aurait dû être rentrée depuis 1 heure. Il se tourna vers Lina et lui sourit. « Tu as encore faim, ma puce ?» Elle acquiesça sans lever les yeux. Il savait que ce n'était pas vrai. Elle n'avait pas faim. Elle voulait juste sentir que quelqu'un veillait sur elle. Il prit la dernière banane et la pelant lentement, la partagea en 2. « Moitié pour moi, moitié pour toi. » Marché équitable. Avant qu'elle puisse répondre, la porte d'entrée grinça en s'ouvrant. Claude se raidit. Stéphanie Monroe entra la première, son eyeliner coulé, son uniforme froissé, son sac mal accroché à l'épaule. Derrière elle, Denis Lemoine, avec une chemise déboutonnée et cette expression en coin qui donnait à Claude l'envie de tout cacher, le dessin que Lina avait collé au mur, ses propres émotions. « T'as même pas pu nettoyer ce foutu sol ?» La voix de Denis trancha l'air de la cuisine. Avant que Claude n'ouvre la bouche, Stéphanie se retourna, épuisée. « Pas maintenant, Denis. » Mais il ne l'écouta pas et entra davantage dans la pièce. « Moi aussi j'ai bossé toute la journée, et le môme est même pas foutu de nettoyer la compote par terre ?» Claude attira Lina contre lui, silencieux, comme un bouclier. « Ça suffit, » murmura Stéphanie, se frottant le front. « Ce sont des enfants. » « Pas lui, » lâcha Denis, la voix dure. « Il est assez grand pour faire sa part. Si tu continues à le traiter comme un bébé, il va devenir une lavette. » Claude ne leva pas les yeux. Il connaissait les règles, regarder dans les yeux, c'était provoquer. Répondre, c'était déclarer la guerre. Il sentit les petits doigts de Lina s'enrouler autour des siens. Elle savait toujours quand il fallait se taire. « Tu sais, » dit Denis en le fixant maintenant, « si ton vrai père s'était pas barré, t'aurais peut-être appris ce que ça veut dire être un homme. » Les mots brûlaient. Mais Claude ne pleura pas. Pas là. Pas devant lui. Stéphanie fit un geste comme pour parler, puis se ravisa. Denis souffla bruyamment et alla fouiller dans le frigo. Y a rien à bouffer dans ce taudis. Claude expira lentement, sans bruit, puis regarda Lina. Elle le fixait avec de grands yeux ronds. La poupée tombait sur le côté. Il se pencha et lui murmura à l'oreille. « Tout va bien, ma puce. Je suis là. » Elle hocha la tête, toute petite, toute sérieuse. Un pacte silencieux. Ce soir-là, tandis que les ronflements de Denis résonnaient depuis la chambre et que leur mère restait affalée sur le canapé à fixer le vide, Claude couvrit Lina avec la seule couverture propre qu'ils avaient. Il se coucha à ses côtés, sur le sol, son épaule contre la sienne, sa paume posée dans son dos, écoutant sa respiration. La lumière de la lune entrait en minces lignes à travers les stores.
Dans ce calme, il fit une promesse qu'il n'osa pas prononcer à voix haute. Peu importe ce qui arriverait, elle ne serait jamais seule dans cette maison. Pas dans le noir. Pas tant qu'il respirerait encore. Même si personne ne lui avait jamais dit comment, il serait son refuge. Même si le monde ne le lui rendait jamais. Ce jour-là, la chaleur ne bourdonnait pas, elle sifflait comme une vipère à l'affût. Les vitres craquaient sous son poids, et l'air, à l'intérieur de l'appartement, s'accrochait à la peau comme des vêtements mouillés. Claude se tenait debout près de l'évier, les mains crispées autour d'une tasse ébréchée, fixant le lent goutte à goutte du robinet comme si une réponse pouvait en sortir. Lina était allongée sur le ventre, sur le tapis délavé du salon, fredonnant pour elle-même en faisant glisser un crayon de cire d'un côté à l'autre du même bout de papier. « Ne chante pas si fort, dit Claude. Denis Lemoine dort. » Elle ne répondit pas. Claude se contenta de fredonner plus doucement. C'était sa manière de parler sans bruit, un rythme silencieux, le genre d'habitude qu'on développe quand le monde au-delà de la fenêtre n'est pas un endroit sûr à regarder. Claude avait 12 ans, mais ses épaules le faisaient souffrir comme s'il en avait le double, à force de toujours porter ce poids de ne jamais savoir quand tout allait s'effondrer. La porte d'entrée s'ouvrit plus violemment que d'habitude. Stéphanie entra en trébuchant, la sueur brillant dans son cou, les cheveux retenus par une pince fatiguée, son sac pendant comme s'il pesait une tonne. Denis Lemoine, allez. Denis Lemoine la suivait, la chemise mal boutonnée, des lunettes de soleil toujours sur le nez malgré l'obscurité de l'intérieur, et ce visage, cette expression qui nouait toujours l'estomac de Claude. « Enlève-la du sol », murmura Denis Lemoine, en désignant Lina. « Elle dessine », dit doucement Stéphanie. « Dans mon salon ?» Claude se leva rapidement et prit Lina dans ses bras, bien qu'elle ait protesté doucement. On était silencieux, tenta-t-il d'expliquer. La bouche de Denis Lemoine se tordit. « Tu as toujours une excuse. » Il sortit une bière du réfrigérateur sans même les regarder. Stéphanie laissa tomber son sac au sol. « Pas ce soir. »« Comment ça, pas ce soir ?» répondit-il. « Ce soir, on ne va pas faire semblant que tes gamins commandent ici. Ce soir, on ne va pas faire comme si je n'étais pas le seul adulte dans cette maison avec un vrai boulot. » Stéphanie ouvrit la bouche, mais ne dit rien. Cette nuit-là, la chaleur ne partit pas. Elle s'insinua plus profondément, comme si elle aussi avait décidé de rester. Denis Lemoine resta planté devant la télé, le son à fond, marmonnant des insultes aux publicités. Claude emmena Lina dans leur chambre tôt, essayant de la garder tranquille, même si elle voulait danser, tournoyant les bras levés, riant de tout et de rien. « Chut !» lui murmura-t-il, « tu vas le réveiller. » Mais elle n'écouta pas. Ou elle s'en fichait. Ou peut-être qu'à 3 ans, on croit encore que l'amour fait plus de bruit que la peur. Et puis, trop vite pour réagir, la porte s'ouvrit à la volée. Denis Lemoine apparut, remplissant l'encadrement de la porte de ses épaules. « Je t'avais dit de la garder tranquille, » grogna-t-il. « Elle faisait que jouer, » dit Claude en s'approchant de Lina. Mais Denis Lemoine fut plus rapide. Il la poussa violemment. Elle tomba sur le dos, son petit corps heurtant le bord de la table basse avec un bruit sec, sourd, ce genre de son qui ne devrait jamais sortir d'un corps aussi petit. Le temps s'effondra. Claude cligna des yeux et soudain, la pièce n'était plus une pièce. C'était du feu, du sang, du silence, de l'air introuvable. Lina était recroquevillée, sans pleurs, sans mouvement. « Elle ira bien », murmura Denis Lemoine en reculant d'un pas. Claude tomba à genoux. Il secoua l'épaule de Lina doucement. Ses paupières tremblèrent, mais ne s'ouvrirent pas. « Elle a besoin d'un docteur !» cria-t-il. Denis Lemoine ricana. « Faut que tu grandisses. Cette morveuse gêne toujours. Peut-être qu'elle apprendra à obéir maintenant. Tu l'as blessée. Elle s'est cognée contre la table. Elle est maladroite. Les gosses font des bêtises. C'est toi qui l'as poussée. » Denis Lemoine se pencha vers lui. « Et tu vas te taire. Si tu dis quoi que ce soit, ils vont vous séparer.
Tu crois qu'un foyer d'accueil va laisser un gamin de 12 ans élever un bébé? Tu vas la perdre. Claude sentit le sol pencher sous ses pieds. Elle est tout ce que j'ai, murmura-t-il. Et toi, t'es rien sans moi, répliqua Denis le moine. Ta mère a besoin de moi. Toi, t'as besoin d'arrêter de faire chier. Alors Claude le regarda. Et pour la première fois, il ne détourna pas les yeux. Elle ne respire pas bien, murmura Denis le moine, déjà en train de boire une autre gorgée de bière, sans même tourner la tête. Ce fut à ce moment-là que Claude se leva, marcha vers Lina, l'enveloppa dans la couverture en flanelle usée du canapé, et la prit délicatement dans ses bras. Sa petite tête reposait contre sa poitrine, sa respiration légère, sa peau brûlante. Il ne mit pas de chaussures. Il ne prit pas de téléphone. Il sortit. Traversa la porte. Descendit les escaliers. Et s'enfonça dans la gueule béante de l'été. Personne ne l'arrêta. Le monde, comme toujours, détourna le regard. Il marcha 4 pâtés de maison avant que ses bras ne commencent à trembler. Lina devenait plus lourde à chaque pas. Le soleil lui brûlait la nuque. Les voitures passaient sans s'arrêter. Il ne pleura pas, il ne pouvait pas se le permettre. À une station-service, il entra pour demander de l'aide. Le caissier, un adolescent au regard perdu, les observa à peine et dit. Pas de téléphone. Politique du magasin. Claude ravala sa salive. Elle a 3 ans. Elle s'est cogné la tête. S'il vous plaît. Le garçon haussa les épaules. Et c'est à l'hôpital. Alors il se remit en marche. À la lisière de la ville, il passa devant une pancarte, dans un monde plein de bruit, soit le havre de silence de quelqu'un. Il murmura des histoires à l'oreille de Lina, des pancakes en forme d'étoiles, de leur mère qui chantait dans la cuisine, d'un jardin qu'ils n'avaient pas mais qu'ils auraient peut-être un jour. À un coin de rue, une vieille dame avec un déambulateur le vit et cria. « Mon chéri, tu as besoin d'aide. » Claude hésita, puis se tourna. Elle jeta un coup d'œil à Lina et lui fit signe. « Viens, assieds-toi. Laisse-moi la voir. » Il s'assit sur son perron. Elle toucha le front de Lina, fronça les sourcils. « Je ne conduis pas, dit-elle, mais je peux te donner 20 pesos. La clinique est à 10 minutes si tu cours. » Claude la regarda, étonné. Elle lui sourit avec tendresse. « J'ai eu des enfants, des petits-enfants. Je sais à quoi ressemble le désespoir quand il prend les traits du courage. » Il la sentit. « Merci. Tu fais ce qu'il faut pour elle, dit la femme. » Et, Lina bien serrée contre sa poitrine, et le monde enfin attentif à leur existence, Claude se mit à courir. Non pas pour fuir quelque chose, mais pour aller vers quelque chose, vers l'aide, vers la guérison, vers ce type de silence qui n'écrase pas mais qui écoute. La chaleur montait du bitume comme s'il avait quelque chose à dire, ondulant au loin, transformant les voitures en mirages et les panneaux, stop, en fantômes. Les bras de Claude tremblaient sous le poids de sa petite sœur, mais il ne la réajusta pas. Lina était déjà lourde et brûlante contre sa poitrine, respirant doucement, ses boucles collées par la sueur. Elle n'avait rien dit depuis 20 minutes, depuis la chute. Le soleil était haut, blanc, ce genre de chaleur qui punit l'air. Il avait 12 ans et était pieds nus. Le trottoir le brûlait à chaque pas. Mais il ne s'arrêta pas. Il passa devant un homme à vélo qui ralentit juste assez pour le regarder avant d'accélérer et de détourner les yeux. Une femme promenait son chien de l'autre côté de la rue. Elle le vit du coin de l'œil, les lèvres entr'ouvertes comme si elle allait dire quelque chose, mais elle ne dit rien. Elle augmenta le volume de son téléphone et continua son chemin. Claude ne leur en voulait pas. Les gens avaient leur vie, leurs horaires, leurs raisons. Mais ça faisait mal, quand même. Jetez, Bichita, murmura-t-il à Lina, dont la petite tête reposait sur sa clavicule. Quoi qu'il arrive, jetez. Des mots qui ressemblaient à ceux que leur mère disait autrefois, quand les choses n'étaient pas encore aussi brisées. Il tourna sur l'avenue Belmont. 3 longs pâtés de maisons le séparaient de la clinique la plus proche.
Il les avait déjà comptés une fois, quand sa mère avait eu besoin d'antibiotiques. 3 pâtés sans ombre. Un arrêt de bus et il se souvenait s'y être assis, les jambes ballantes, parce qu'elle ne touchait pas encore le sol, regardant d'autres enfants acheter des glaces avec leurs parents de l'autre côté de la rue. Aujourd'hui, personne ne distribuait de sucettes glacées, seulement le soleil, implacable et immense. Ses pieds commençaient à s'user. Il essaya de marcher sur les bandes d'herbe au bord du trottoir, mais même celles-là étaient sèches, comme des aiguilles. Lina gémit une fois, puis se tut de nouveau. Ce silence lui fit plus peur que n'importe quel cri. Il passa devant un petit centre commercial. L'enseigne d'un prêteur sur gage clignotait, ouvert, en lettres rouges, même si la porte était verrouillée. Un homme derrière le comptoir le regarda fixement lorsque Claude tenta d'ouvrir. Il ne bougea pas pour l'aider. Claude posa un instant son front contre la vitre, juste pour sentir quelque chose de froid, puis reprit sa route. Il ne sentait plus ses bras, mais il n'arrêtait pas. Chaque respiration lui râpait les côtes. La sueur lui coulait dans le dos en filet continu. Il passa devant une petite épicerie et entra. Le souffle de la climatisation lui arracha un halètement. Le vendeur, un jeune aux cheveux longs et au visage creusé par le manque de sommeil, leva à peine les yeux. « Il faut acheter pour rester ici. »« Je ne traîne pas, » dit Claude, trop faible pour paraître en colère. « Elle est blessée. » Le vendeur cligna des yeux. « Tu as besoin d'une ambulance ?» Claude secoua la tête. « J'ai pas de téléphone. Je peux utiliser le tien, juste une seconde ?» dit l'homme. L'homme le balaya du regard. « Impossible. Si le gérant la prend, il me le déduit de mon salaire. » Claude resta là une seconde de plus, tenant Lina comme si, en la lâchant, elle risquait de disparaître. Puis il se retourna et sortit. Les portes automatiques se refermèrent derrière lui dans un léger chuchotement. Dehors, la chaleur le frappa comme une gifle. Il tourna au coin suivant, HB. La clinique n'était plus très loin, peut-être 6 minutes, 7 tout au plus. Tu te souviens de l'étang avec les canards qu'on a vus dans le livre ? Murmura-t-il à Lina. Un jour, on ira. Je te laisserai lancer des miettes de pain. Aucune réponse. Un souvenir émergea d'un vieux recoin, sa mère chantant « Tu es mon soleil » dans la cuisine. Elle faisait tourner Lina en rond jusqu'à ce que le bébé éclate de rire. À l'époque où ses yeux n'étaient pas cernés de fatigue. À l'époque où Claude croyait encore que les adultes réparaient les choses. Il passa devant une église. Les marches étaient larges, blanches, tachées de fientes d'oiseaux et de chaleur. Un panneau à l'extérieur disait « La gentillesse est une langue que les sourds peuvent entendre et que les aveugles peuvent voir. » Il s'arrêta. Il ne l'avait pas prévu. Ses genoux cédèrent. Il s'effondra sur les marches de béton, serrant Lina encore plus fort contre lui, le torse secoué. « Fiston !» Les larmes lui brouillèrent la vue. Le panneau devenait flou. Sa gorge lui brûlait de poussière, de peine, de colère, qu'il ne savait pas comment évacuer. Une porte grinça. Une voix râpeuse, âgée, douce. « Fiston !» Il leva les yeux. Une femme se tenait sur le seuil. 60 ans passés, peut-être plus. Les cheveux relevés en un chignon bas. Une robe bleu pâle. Une Bible dans une main, des clés dans l'autre. Elle plissa les yeux à cause de la lumière. « Elle respire ?» demanda-t-elle. « À peine. »« Viens, vite. » Il la suivit à l'intérieur. Le vestibule sentait la cire pour bois et le citron. Elle le conduisit à un fauteuil, juste derrière le sanctuaire, et lui indiqua d'allonger Lina. Elle disparut, revint avec un linge humide et une bouteille d'eau. « Tu as de la famille près d'ici ?» demanda-t-elle. Claude fit non de la tête. « Personne qui puisse m'aider. » Elle posa le linge sur le front de Lina. « Comment tu t'appelles ? » « Claude. » « Et elle, c'est Lina. Elle a 3 ans. » La femme hocha la tête comme si elle les connaissait déjà. « Je vais appeler la clinique, dit-elle.
Elle est juste à côté. Je vais demander à ce qu'on t'attende dehors. Elle s'est cogné la tête, murmura Claude. Fort. Je sais, répondit-elle. Claude baissa les yeux vers ses pieds, rouges, cloqués, écorchés. Elle n'a rien fait de mal. Je te crois. Ces mots brisèrent quelque chose en lui. Il ne savait plus quoi faire, dit-il. Il avait juste marché. Elle s'assit à côté de lui. Parfois, marcher est la chose la plus courageuse qu'on puisse faire. Il ferma les yeux. Le silence autour d'eux n'était pas lourd. Il était doux. Les gens détournaient le regard, dit-il au bout d'un moment. Parfois, regarder, ça veut dire ressentir. Et certaines personnes ont peur de ressentir. Mais j'ai 12 ans, dit-il. Et moi, j'ai pas eu peur. Elle lui prit doucement la main. Alors tu es déjà plus homme que bien d'autres. Dehors, un moteur se mit à ronronner. Elle se leva et ouvrit la porte. Une camionnette de la clinique attendait au bord du trottoir. Le conducteur en descendit, l'air sérieux mais bienveillant. Pendant que la femme aidait Claude à soulever Lina, il le regarda droit dans les yeux et lui dit. Tu ne l'as pas laissé tomber, Claude. Tu as traversé le feu pour l'amener ici. Claude déglutit, puis hocha la tête point avant de monter dans la camionnette, elle se retourna une dernière fois. Pourquoi m'a-t-elle aidé? Elle sourit. Parce qu'une fois, quelqu'un ne m'a pas aidé, et j'ai promis que je ne ferai jamais la même chose. Puis la porte se ferma, et la camionnette s'éloigna, laissant sur le ciment chaud les traces d'un enfant, petite, nue et brûlante d'amour. La clinique sentait le désinfectant et la vieille peinture. Une infirmière, derrière le verre, parlait dans son écouteur tout en griffonnant avec un stylo rongé. La salle d'attente était pleine d'enfants malades, accrochés à des parents épuisés, un vieil homme toussant en silence dans un coin, une femme avec une poche de glace pressée contre sa joue, les mains tremblantes. Personne ne remarqua l'enfant au début. Claude était juste à l'intérieur des portes coulissantes, les bras fermement autour de Lina. Sa tête reposait sur sa poitrine, le visage rouge de fièvre, faible, son t-shirt collé à son corps par la sueur et la poussière, et ses pieds rouges, fissurés et couverts de cloques ne le soutenaient presque plus. Claude s'approcha du comptoir. L'infirmière leva brièvement les yeux. « Claude, j'ai besoin d'aide, dit-il. » Sa voix semblait venir du fond d'un puits. L'infirmière fronça les sourcils. « Où sont tes parents? » Elle a 3 ans, murmura-t-il, se frappant la tête. Elle ne se réveille pas bien. Je t'ai demandé où sont tes parents. Je ne sais pas où est ma maman, s'il vous plaît, elle a juste besoin d'un médecin. Les yeux de l'infirmière s'arrêtèrent un instant sur Lina, sur son petit corps flasque, sur le bleu près de sa tempe, mais sa voix ne se radoucit pas. Nous avons besoin d'un adulte, un tuteur, quelqu'un qui signe les formulaires, les informations sur l'assurance. Sans ça, elle est en train de mourir, cria Claude. La salle d'attente se tut. Le vieil homme toussa une fois de plus, puis se tut. Le stylo de la réceptionniste s'arrêta. Elle brûle, dit Claude, plus bas maintenant. Elle ne peut même pas parler, elle ne pleure même pas. L'infirmière hésita. Sa bouche bougea de manière incertaine, puis une voix calme, ferme, avec une autorité indiscutable, s'éleva derrière eux. Aidez-la. Tout le monde se tourna. Un homme grand était debout près de l'entrée, encadré par la lumière du soleil. Il portait un costume gris foncé et une autorité silencieuse, mais palpable. La cravate défaite, la veste jetée sur l'épaule comme s'il n'avait pas prévu de s'arrêter là, mais quelque chose l'Y avait contraint. Nathan Roland. La plupart le connaissaient de nom, peu le connaissaient de visage. L'homme qui avait construit la moitié des foyers de l'État, le millionnaire qui ne donnait jamais d'interview, un veuf avec un manoir, mais sans famille, un homme qui restait toujours à l'écart, jusqu'à maintenant. Il fit un pas en avant, son regard fixé sur la petite fille que Claude portait. Elle n'a pas besoin d'un formulaire, dit-il. Elle a besoin d'aide, tout de suite. L'infirmière cligna des yeux. Monsieur, je vais payer, dit-il simplement.
Tout chargez-le à mon compte, juste soignez-la, s'il vous plaît. 2 mots. La première fois que sa voix se brisa. L'infirmière se leva sans dire un mot et disparut derrière une porte battante. Un moment après, une équipe médicale arriva, une civière, des gants, l'urgence silencieuse. L'un d'eux s'approcha de Lina. Non, murmura Claude, serrant Lina contre lui. Une infirmière s'agenouilla devant lui. C'est bon, mon cœur, tu peux marcher juste à côté, lui dit-elle. Je ne veux pas qu'elle soit seule, dit Nathan. Il se plaça à côté de lui, se mettant à sa hauteur. Il ne la toucha pas, ne parla pas immédiatement. Il attendit simplement que Claude le regarde. Tu l'as portée tout le chemin, demanda-t-il doucement. Oui, répondit Claude. Elle ne devait pas tomber, dit-il. Je l'ai poussée, et je ne l'ai pas arrêtée. Tu l'as protégée, dit Nathan. Tu l'as amenée ici, c'est tout ce qui compte maintenant. Je n'ai plus personne. Tu as la civière, commença à se déplacer. Claude la suivit, une main sur la rambarde. Nathan observa jusqu'à ce que les portes se ferment, puis se tourna vers le comptoir. Je veux qu'elle soit dans la meilleure chambre que vous ayez, dit-il. Sans retard, sans question, l'infirmière se sentit stupéfaite. Oui, monsieur. Elle se tourna pour s'asseoir, mais s'arrêta en remarquant quelque chose au sol, une petite chaussette rose, à l'envers, sale de la route. Claude se pencha lentement et la ramassa, lissant le tissu entre ses doigts comme s'il s'agissait de quelque chose de sacré. Il la garda. 1 heure passa. Claude était assis dans une pièce froide, avec une lumière tamisée et une machine à bonbons qui avala son dernier poids. Nathan était à côté de lui, sans lire, sans parler, à moins que Claude ne le fasse. Un moment, Claude murmura, il aime les céréales à la fraise, celles avec des guimauves. Nathan hocha la tête. Et il déteste les bruits forts. Il pleure si quelqu'un claque une porte. Je vais m'en souvenir. Le silence revint, puis Claude dit si bas qu'il faillit avaler ses mots, il m'a dit que si je disais quoi que ce soit, ils allaient nous séparer, qu'on allait l'emporter. Nathan ne répondit pas immédiatement. Il prit une grande inspiration, puis se pencha vers lui. Mon père me disait quelque chose de similaire, que personne ne croirait un enfant, que je devais être reconnaissant qu'il ne soit pas parti. Claude le regarda, surpris. Il te frappait? La mâchoire de Nathan se tendit. Non, pas là où ça se voyait. Le silence revint, mais c'était un autre type de silence, pas lourd, pas vide, partagé. Une doctoresse entra, parlant d'une voix douce, commotion cérébrale, déshydratation, léger traumatisme crânien, Mélina allait aller bien. Claude aurait besoin de repos, de surveillance, de temps. Elle demanda des nouvelles de son frère, ajouta-t-elle avec un sourire. Claude éclata en sanglots silencieux. Nathan se leva et lui tendit un mouchoir sans dire un mot. Plus tard, ils étaient près du lit de Lina. Claude la regardait, si petite sous les draps, la perfusion attachée à sa main, les boucles humides et éparpillées. Claude s'assit à côté d'elle, caressant ses petits doigts. « Elle va aller bien ?» demanda-t-il. Nathan hocha la tête. « Elle est forte, comme son frère. » Claude murmura, « Merci de ne pas être parti. » Nathan ne répondit pas immédiatement. Il regarda Lina avec quelque chose d'impossible à lire dans les yeux. « J'étais sur le point de passer mon chemin, » admit Claude. « Je venais pour autre chose, une réunion à laquelle je ne voulais pas assister. J'allais annuler, faire demi-tour, mais alors je les ai vus. »« Pourquoi t'es-tu arrêté ?» La voix de Nathan s'éteignit. « Parce que je sais à quoi ça ressemble quand quelqu'un est en train de se briser et que personne ne fait rien. » Claude le regarda, les yeux grands ouverts. « Je ne laisserai plus personne s'approcher d'elle, » dit-il avec colère contenue. « Tu n'auras pas à le faire. » Nathan se redressa. « Raconte-moi tout, la vérité, même si ça fait mal. »« Je m'en occupe. » Claude hésita, puis commença à parler, de tous les bleus jusqu'aux menaces, de la peur silencieuse qui ne quittait jamais sa cuisine,
du moment où Lina est tombée sans même pleurer. Nathan ne l'interrompit pas une seule fois. Quand Claude eut terminé, la voix rauque et épuisée, Nathan dit simplement, « Tu n'aurais jamais dû porter ce fardeau tout seul. » Et pour la première fois depuis longtemps, Claude laissa quelqu'un d'autre partager ce poids, ne serait-ce qu'un peu. Le couloir, devant la chambre de récupération de Lina, était peint dans une couleur beige mat, celle-là même qui ne dérange pas mais ne console pas non plus. Claude était courbé dans une chaise trop grande pour lui, les jambes suspendues sans toucher le sol, le jean rigide à cause de la sueur et de la poussière. Devant lui, Nathan Ross était penché en avant dans une vieille chaise mal rembourrée, les coudes sur les genoux, observant l'enfant avec une patience qui semblait méritée. Aucun d'eux n'avait beaucoup parlé au cours des 10 dernières minutes, mais le silence n'était pas gênant. C'était comme le silence qui suit une tempête, quand on ne sait pas encore si elle est vraiment passée, mais au moins le vent a cessé de secouer les fenêtres. Claude tourna la tête vers la fenêtre, au bout du couloir, où l'on apercevait un petit bout de ciel qui commençait à se teinter de crépuscule. Claude dit toujours que le ciel devient rose quand les anges se peignent, murmura Nathan. Il le regarda. Cela sonne comme un poème, il a à peine 3 ans, dit Claude en haussant les épaules, mais parfois il dit des choses qui ressemblent à de la musique. Nathan sourit légèrement, puis baissa les yeux vers ses mains. Il tenait le chaussette que Lina avait perdu en chemin. Il n'avait pas prévu de la garder, mais il ne l'avait pas non plus lâchée. Je ne pensais pas que quelqu'un allait nous aider, murmura Claude. Le garçon se haussait de nouveau les épaules, mais sa gorge se serra. Les gens n'aident pas, regarde, ils s'éloignent. Nathan ne se pressa pas pour répondre. Claude le regarda alors, vraiment le regarda. Pourquoi tu ne l'as pas fait? La question resta suspendue dans l'air, comme de la vapeur montant de l'asphalte chaud. Claude avait tout à fait le droit de la poser. Nathan respira profondément, choisissant bien ses mots. Parce que je me voyais en toi. Il y a longtemps, c'était moi qui étais seul, portant trop de fardeau et personne ne s'est retourné pour me voir. Claude fronça les sourcils. Que s'est-il passé? Nathan se tut un moment, puis répondit. Quelqu'un aurait dû intervenir, mais il ne l'a pas fait. Et pendant longtemps, j'ai cru que cela signifiait que je n'avais aucune valeur. Le garçon l'étudia, puis dit. Tu es riche, tu as tout. J'ai des choses, corrigea Nathan doucement. Mais les choses ne sont pas la même chose que d'avoir la paix, d'être présent ou de se sentir en sécurité. Il y eut un silence, puis Claude demanda. Est-ce que tu t'es déjà senti mieux? Nathan le fixa droit dans les yeux. Seulement quand j'ai arrêté de faire semblant que je n'avais pas besoin des autres. La porte de la chambre de Lina s'ouvrit légèrement, et une infirmière sortit. Elle dort, murmura-t-elle. Tu peux passer la voir si tu veux. Claude se leva immédiatement. Je serai ici, lui dit Nathan. Dans la chambre, Lina était recroquevillée sous une couverture bleu pâle, un bras tendu sur l'oreiller. Les machines bipaient doucement. Claude s'assit à côté d'elle, prit sa petite main et l'enroula de ses doigts. Elle ne se réveilla pas, mais ses petits doigts bougèrent à peine. Il sourit à travers ses larmes. Je t'avais dit qu'on arriverait, lui murmura-t-il. Il resta avec elle presque 1 heure, observant sa poitrine monter et descendre. À un moment donné, il fredonna la chanson que sa mère lui chantait en pliant le linge, à voix basse et désaccordée, mais pleine de souvenirs. Lorsqu'il ressortit dans le couloir, Nathan se leva. Claude, tu es prêt? Où allons-nous? Ma voiture est en bas. Je pensais qu'on pourrait aller quelque part, que tu prennes une douche, que tu manges quelque chose. Bien, si tu veux. Claude hésita. Je ne veux pas la laisser seule. Elle restera ici toute la nuit, surveillée, en sécurité. Le garçon sembla se débattre intérieurement, puis acquiesça lentement. Nathan le conduisit jusqu'à une berline noire garée près de l'entrée des urgences. Cela semblait être un autre monde, les sièges en cuir, le jazz doux qui sortait des haut-parleurs, le murmure silencieux du confort. Claude se laissa tomber dans le siège arrière, regardant le plafond. Cette voiture sent les oranges, le cèdre et les agrumes, dit Nathan.
ça me rappelle la cuisine de ma grand-mère. Elle laissait des écorces d'orange sur le rebord de la fenêtre. Quelque chose de bizarre, dit Claude en souriant. Je crois que je me serais bien entendu avec elle. Et elle avec toi, répondit Nathan. Ils roulèrent en silence, confortables. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison d'hôte que Nathan avait trouvée, modeste mais accueillante, avec un hamac sur le porche et 2 petites chambres, Claude la regarda comme si elle pouvait disparaître. Je vais rester ici pour l'instant, jusqu'à ce qu'on sache ce qui va se passer. Nathan ne mentionna pas l'avocat qu'il avait déjà appelé, ni les 3 messages laissés à l'assistant social, ni la promesse silencieuse de ne jamais laisser Denis Lemoine s'approcher de l'enfant. À l'intérieur, Claude prit une douche. La vapeur embua le miroir et il resta sous l'eau chaude plus longtemps qu'il ne l'aurait cru. Lorsqu'il en sortit, des vêtements propres étaient disposés sur le lit, un t-shirt doux, un pantalon confortable, même des chaussettes. Il se changea lentement. Dans la cuisine, Nathan remuait quelque chose sur la cuisinière. « Je ne mange pas beaucoup, dit Claude en jetant un œil. Bien, répondit Nathan. Ce n'est pas beaucoup. Seulement de la soupe et du pain grillé. Claude s'assit à la table, le bois était tiède sous ses doigts. Il ne parla pas pendant qu'il mangeait, mais à mi-chemin du repas, il dit, la plupart des adultes disent qu'ils seront là, puis ils ne le sont pas. Nathan sentit, il le savait. Tu es le deuxième, il ne tourna pas la tête. Et qui était le premier? Claude pensa pendant un long moment. Une dame dehors, près d'une église, m'a donné 20 pesos et un sac de glace. Elle m'a dit que je ne devais pas le porter seul. Les yeux de Nathan s'adoucirent. Je crois savoir ce que tu veux dire. Oui, murmura Claude. Après le dîner, Nathan lui proposa le canapé, mais Claude choisit le tapis dans la chambre vide de Lina. Il étendit une couverture fine et se coucha, le dos tourné à la porte. Avant d'éteindre la lumière, il demanda, « Puis-je laisser la lumière du couloir allumée ?» Bien sûr, répondit Nathan. La lumière resta allumée toute la nuit et Claude dormit, pour la première fois depuis des semaines, sans cauchemar, sans cris traversant les murs minces, seulement le bourdonnement d'une maison calme. Une lumière dans le couloir et la certitude que quelqu'un était resté, non par pitié, non pour faire semblant, mais parce qu'il le voulait. Dans ce calme, cette décision devint une promesse, le deuxième adulte dans sa vie qui ne le regarda pas avec pitié. Peut-être serait-il le premier à rester. Les lumières de l'hôpital avaient cette lueur douce et laiteuse qui rendait tout moins urgent qu'il ne l'était en réalité, mais Claude connaissait l'urgence. Il avait vécu avec, sous son toit, à côté de son souffle. Lina dormait à nouveau, les joues pâles mais en paix. Une infirmière lui avait dessiné un petit ours sur l'écran du moniteur et lui avait dit qu'elle était une petite guerrière. Claude faillit pleurer de tendresse pour ces paroles. Mais dehors de sa chambre, le monde réel n'avait pas été adouci. Il restait tranchant, rempli d'adultes qui demandaient des formulaires, des tests et des voix plus fortes que ce qu'un enfant de 12 ans pouvait supporter. Nathan était près du bureau des infirmières, le téléphone collé à l'oreille, la voix basse et ferme, « Non, je suis au courant du protocole de garde. Non, je ne suis pas un parent légal, mais elle est en danger, tous les deux le sont. J'ai déjà un avocat qui examine le dossier. » Claude le regardait, cet homme grand et silencieux qui n'avait jamais douté une seule fois depuis qu'il l'avait rencontré. Il ne demanda pas d'explication. Claude ne dit pas, « Es-tu sûr de ce que tu dis ?» Il dit simplement, « Raconte-moi tout. » Et il le disait sérieusement. Mais maintenant, même avec un avocat, avec les frais payés, quelque chose manquait. Quelque chose que Claude ne savait pas comment nommer. Le lendemain matin, Claude était assis à la petite table près du lit de Lina. Elle était déjà réveillée, mangeant son yaourt lentement. Elle était encore faible, elle ne parlait pas beaucoup. Elle lui tendit un morceau de papier froissé, avec les bords déchirés, un dessin, 4 bonhommes en bâton, 2 grands, l'un tenant une bouteille, le sourcil froncé, un plus petit avec des cheveux bouclés couché près de quelque chose de pointu, peut-être une table, et une autre figure, un enfant avec des larmes tombant de 2 petits points. Claude regarda, il savait exactement ce que c'était. « Bichita, murmura-t-elle. Elle pointa le dessin,
puis le sérum dans sa main. Il a fait ça, dit-elle. 3 mots, mais ils restèrent flottants dans l'air, brûlant comme de la fumée de Bengale. À ce moment-là, Nathan entra avec un café à la main. Bonjour, salua-t-il doucement, puis s'arrêta en voyant le dessin. Claude le lui tendit, il vient de dire qu'il a fait ça. Nathan prit le papier avec soin, ses doigts effleurant ceux de Claude. Personne dans cette maison ne va me croire, dit Claude. Ils vont dire que je l'ai inventé ou que je la couvre. Nathan s'assit. Et si on leur demandait de te croire? Claude le regarda, confus. J'ai demandé à un détective privé de passer aujourd'hui dans ton immeuble, dit Nathan. Peut-être que certains voisins parleront. Mais plus important. Il fit une pause. Certaines maisons de ce complexe, y compris la tienne. L'année dernière, elles ont été équipées de sonnettes intelligentes, de capteurs de mouvement et d'enregistrement vidéo. Les yeux de Claude s'agrandirent. Tu crois que la caméra l'a vu, demanda-t-il. Je ne pense pas, c'est possible, répondit Nathan. Et si ce n'était pas celle-là, peut-être celle d'un voisin. Parfois, la vérité réside dans des choses que personne ne remarque. Claude serra le bord de la table. Si nous avions une vidéo, on le saurait bientôt, dit Nathan, puis plus doucement, tu as dit la vérité, maintenant il est temps que quelqu'un t'aide à la prouver. Cet après-midi-là, tandis que Lina se reposait et que Claude somnolait à ses côtés, un bras posé sur son petit corps, Nathan sortit pour rencontrer l'enquêtrice privée, une femme d'âge moyen, dure, nommée Karine, avec une démarche qui semblait dire « Écarte-toi de mon chemin », sans avoir besoin de parler. Elle lui tendit une clé USB. C'est de l'unité devant le patio. Elle a capté du mouvement et du son depuis la fenêtre de l'enfant, le jour que tu as mentionné. Le matériel est propre, sans altération. Karine le regarda droit dans les yeux. C'est fort, mais suffisant, hésita-t-elle avant d'ajouter, elle a eu de la chance de pouvoir courir quand elle l'a fait. Nathan la sentit, bien que son visage ne montre rien. Cette calme absolue qu'on apprend après des années à dissimuler ses réactions. Mais au fond de lui, quelque chose le secouait, la colère, le soulagement, et quelque chose de plus lourd que tout cela, la douleur qu'on en soit arrivé là, que pour qu'un enfant soit cru, il faille qu'il saigne. Il prit la clé USB et se tourna pour repartir. Karine le stoppa. Cet enfant, dit-elle d'une voix plus douce, j'ai vu beaucoup de choses, mais la façon dont il la portait sur la vidéo. Elle continua, ne t'endors pas, Bichita, on arrive bientôt, reste avec moi, répétait encore et encore. Nathan la sentit une seule fois. De retour dans la chambre de l'hôpital, il attendit que Claude se réveille et que Lina dessine des papillons dans un petit livre de stickers. Puis il tendit la clé USB à Claude. On l'a, dit-il, montre ce qui s'est passé. Claude ouvrit la bouche, surpris. Tu l'as vu? Nathan ressentit que le monde entier pourrait la voir si Claude le voulait. Claude regarda la petite clé USB comme si c'était une bouée de sauvetage, puis chuchota. Ça les arrêtera. C'est le début, dit Nathan, police, ordonnance de restriction, garde protégée. Ton histoire n'est plus que des mots. Je n'ai plus peur, dit Claude, mais je crains qu'il s'en moque. Nathan s'agenouilla à côté de lui. Moi, je m'en soucie. Et nous sommes deux maintenant. L'avocat aussi. Et quand nous leur montrerons ça, ta vérité, ton dessin, cette vidéo, il y en aura plus. Claude resta silencieux longtemps, puis enfin, il dit. Tu crois que maman savait? Nathan cligna des yeux. Savait quoi? À quel point les choses étaient mauvaises avec Denis Lemoine? Nathan réfléchit un instant. Je pense qu'elle se noyait aussi. Il y a des gens qui ne savent pas demander de l'aide quand ils sont déjà sous l'eau. Claude se sentit lourd, puis lentement, il demanda. Et maintenant, que se passe-t-il? Nathan regarda Lina. Maintenant, on la laisse se reposer, on laisse l'avocat faire son travail, et on attend. Mais toi, tu n'attends pas. Claude poussa un soupir qu'il ne savait même pas qu'il retenait. Cette nuit-là,
Après avoir bordé Lina dans le lit de l'hôpital, Claude s'assit sur le banc près de la fenêtre, regardant les lumières de la rue. Nathan le rejoignit en silence. Avant, je pensais que la seule façon de rester en sécurité, c'était de rester petit, silencieux, ne pas attirer l'attention. Et maintenant, demanda Nathan. Maintenant, je pense que c'est être remarqué par la bonne personne qui te sauve. Ils restèrent silencieux encore un moment, ce genre de silence qui ne fait plus mal. Puis Nathan sortit quelque chose de sa poche, le dessin, aplati et mis dans une pochette plastique. « Je vais l'encadrer, dit-il. Claude leva un sourcil. « Pourquoi ? » « Parce que c'est la vérité, et la vérité mérite d'être protégée. » Claude hocha la tête, la gorge nouée. Et très loin dans la ville, maintenant plongé dans l'obscurité, Denis Lemoine était escorté hors de son appartement, menotté. La vérité avait trouvé son chemin de retour à la maison, non pas avec des cris, mais avec le silence. La pièce sentait légèrement le papier vieux et le nettoyant au citron, comme si de nombreuses confessions avaient été effacées de ses murs. Claude était assis au centre d'une grande table en bois, ses pieds à peine touchant le sol, ses mains entrelacées sur ses genoux, non pas par nervosité, mais par habitude. Il avait appris depuis longtemps à rester immobile, à ne pas prendre trop de place quand les adultes parlaient. Mais aujourd'hui, il avait quelque chose à dire. À côté de lui se trouvaient Daniel Rode et Claude, calmes et silencieux, avec un carnet fermé devant lui. De l'autre côté de la table, l'enquêteuse du DIF, Mademoiselle Garby, lui offrait un verre d'eau que Claude ne toucha pas. Un avocat de l'État était assis dans un coin, un enregistreur clignotait en rouge. Tout était silencieux, comme avant une tempête. « Peux-tu nous raconter à nouveau avec tes propres mots » demanda Mademoiselle Garby d'une voix douce. « Il n'y a pas de précipitation. » Claude baissa les yeux vers la table, sa voix était petite mais ferme. Il m'a dit que si je disais quoi que ce soit, ils allaient emmener Alina. Il a dit qu'ils allaient nous séparer, qu'ils font toujours ça avec des enfants comme nous. Claude, qui t'a dit ça ? Demanda l'avocat. Denis Lemoine, répondit Claude. C'est le petit ami de ma mère, je ne sais pas s'ils sont encore ensemble. Nathan posa une main sur la table, proche mais sans la toucher, juste une présence. Claude releva les yeux. Il l'a poussée, Alina. Elle s'est cognée la tête contre la table. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Je lui ai dit d'appeler quelqu'un. Il a ri, il a dit qu'elle allait se réveiller, qu'elle devait arrêter de pleurer comme une fille et qu'elle devait se tenir. Claude fit une pause. Mais elle ne se réveillait pas, son visage ne bougeait pas. Mademoiselle Garby prenait des notes rapidement. Je l'ai enveloppée dans la couverture du canard, la plus douce, et j'ai marché. Il tourna un regard vers Nathan, jusqu'à ce qu'il me trouve. L'avocat s'éclaircit la gorge. Et avant ce jour-là, c'était la première fois que monsieur Denis Lemoine faisait du mal à ta sœur ? Non, dit Claude doucement. Il lui serrait le bras, il lui criait dessus. Une fois, il l'a enfermée dans la salle de bain pendant 1 heure parce qu'elle avait renversé du jus. J'ai essayé de la sortir. Il m'a donné une gifle. Il y eut un silence. Et ta maman ? Demanda l'avocat. Où était-elle quand tout cela se passait ? Claude hésita. Elle était fatiguée, toujours fatiguée. Parfois elle pleurait, parfois elle n'était même pas là. La porte s'ouvrit avec un léger clic. Tout le monde tourna la tête. Là, elle était, Stéphanie. Elle ne toucha pas, elle semblait plus mince, les cheveux en désordre, le maquillage de 2 jours encore sous ses yeux, comme une peinture de spectre. Elle resta figée dans l'encadrement de la porte. On m'a dit que je pouvais entrer, dit Mademoiselle Garby. Elle hocha la tête. Vous êtes inscrite. Entrez, s'il vous plaît. Stéphanie s'assit dans un coin, ni près de Claude ni en face de lui, à peine dans la pièce, comme si la culpabilité avait une zone d'impact. Elle tordait ses mains, regarda son fils, puis détourna les yeux. Elle peut parler si elle veut, Madame Monroe, dit l'avocat. Je ne savais pas. Murmura-t-elle. Personne n'a rien dit.
Je pensais qu'il nous aidait, qu'il payait le loyer, qu'il s'occupait d'eux pendant que je travaillais la nuit. J'étais tellement fatigué. Sa voix se brisa. Je me suis convaincu que Claude exagérait, qu'il voulait que je laisse Denis Lemoine comme j'avais laissé son père. Claude ne bougea pas, mais ses yeux s'éteignirent, comme si quelqu'un avait baissé les rideaux de son âme. Nathan parla enfin. Tu n'as pas cru ton fils quand il t'a dit qu'il avait peur? Stéphanie avala sa salive, ne dit rien. Je pensais qu'il était en colère parce que je sortais avec quelqu'un, que cet homme voulait juste m'avoir pour lui. Je n'ai jamais voulu ça, dit Claude, à peine un murmure. Je sais, murmura-t-elle. Un autre silence. Claude mit alors la main dans son sac à dos et sortit une feuille de papier pliée en trois, les bords usés, griffonnés d'un enfant. Il la glissa sur la table. Qu'est-ce que c'est? Demanda mademoiselle Garby. C'est de Lina, dit Claude. Elle l'a dessiné à l'hôpital. L'infirmière lui a donné des crayons. Tout le monde se pencha en avant. Un dessin avec des crayons, une silhouette avec une queue de cheval et une robe violette, allongée près d'un rectangle marron, une table évidente, une grande figure rouge avec des sourcils froncés, et une autre figure plus petite, bleue, portant quelque chose qui ressemblait à une couverture. À côté d'eux, écrit phonétiquement, Claude m'a emmené. Stéphanie s'étrangla. C'est ce dont elle se souvient, dit Claude. Elle n'a pas toutes les paroles, mais elle se souvient. La pièce sembla se remplir d'un souffle contenu. Je ne croyais pas qu'elle avait vu ça, ajouta-t-il. Mais oui, elle l'a vu. Stéphanie se leva, pas avec colère, mais plutôt comme une chute. Claude se dirigea vers la table, les yeux rouges, et posa une main tremblante sur le dessin. Il regarda son fils. Je t'ai trahi, dit-il. Claude ne dit rien. J'ai laissé un homme te traiter comme de la merde et je me suis convaincu que tu n'étais qu'un dramatisé, mais ce n'était pas ça. Tu protégeais Alina, tu me protégeais. Sans réponse, il laissa les larmes couler, sans cris, sans sanglots, juste de la saleté et de la soumission. Je ne mérite aucun de vous deux, murmura-t-il. Mais si tu me laisses, je veux essayer à nouveau, même si tout ce que je peux faire c'est attendre dans le salon pendant qu'elle dort, même si tout ce que je reçois, c'est un autre dessin. Les lèvres de Claude tremblaient. Parfois, elle te demande, dit Stéphanie. Elle croit vraiment que tu travailles tard. Je ne lui ai pas dit que tu étais parti. Stéphanie se laissa tomber sur la chaise la plus proche, enfouissant son visage dans ses mains. Je voulais revenir, dit-elle, mais je ne savais pas comment affronter ce que j'avais ignoré, et j'avais peur que si j'arrivais trop tard. Ils s'étaient séparés. Nathan se racla la gorge. Tu es enfin là, dit-il, mais ce n'est pas toi qui décides si c'est suffisant, c'est lui qui le fait. Il tourna son regard vers Claude et, pour la première fois, Claude se tourna complètement vers sa mère. Je ne fais plus confiance aussi facilement, dit-il. Stéphanie hocha la tête, les lèvres serrées, mais je me souviens quand tu nous chantais cette chanson, Sweet Baby James. Elle le regarda, surprise. C'est la maman que je regrette encore, dit-il, celle qui avait un chiffon sur l'épaule et la sauce spaghetti brûlée sur la cuisinière. Les lèvres de Stéphanie tremblèrent. Si elle revenait, murmura Claude. Peut-être qu'on pourrait lui dessiner quelque chose. Stéphanie se coucha la main sur la bouche. Mademoiselle Garvey se leva. C'est suffisant pour aujourd'hui, dit-elle, éteignant l'enregistreur. Et ainsi, l'enfant qui avait marché à travers la chaleur et la peur pour sauver sa sœur fit de la place pour un siège de plus à la table. Pas une feuille blanche, mais peut-être un coin de papier propre, attendant, prêt à être dessiné. La salle du tribunal n'était pas imposante, sans vitraux, sans plafond haut, seulement des sols en linoléum, des lumières fluorescentes qui clignotaient, et un blason en bois monté de travers sur le mur derrière la juge. Mais pour Claude, elle semblait aussi grande que le monde. Il était assis sur le banc en bois, à côté de Nathan, ses chaussures effleurant à peine le sol, les mains entrelacées, le dos droit, le cœur battant fort. Denis Lemoine était de l'autre côté de la salle,
dans un costume gris foncé qui lui serrait le cou, la mâchoire tendue de cette façon que Claude connaissait trop bien. Ce n'était pas de la colère, c'était du contrôle, cette confiance froide et silencieuse qu'il utilisait quand il croyait que personne ne pouvait l'atteindre. Mais aujourd'hui était différent. Stéphanie était assise dans la deuxième rangée, derrière Claude, les mains tremblantes sur ses genoux. Elle n'avait pas beaucoup parlé pendant le trajet, elle regardait juste par la fenêtre, les lèvres serrées comme si elle retenait un océan entier. La juge, une femme d'âge moyen aux yeux fatigués et à la voix ferme, déclara l'audience ouverte. Ce n'était pas un procès pénal, pas encore. Ce n'était pas non plus une cour familiale, un endroit où la garde, la tutelle et la vérité se retrouvaient comme des pièces brisées d'un puzzle. Oui, monsieur Rhodes, dit la juge en regardant Nathan, vous êtes le tuteur ad litem, n'est-ce pas? Oui, votre honneur, répondit-il calmement, et j'ai pris en charge les 2 enfants. Souhaitez-vous conserver la garde temporaire pendant que l'enquête se poursuit? Oui, ajouta-t-il, parce qu'ils sont plus en sécurité ainsi. La juge feuilleta le dossier devant elle, puis regarda Claude. Seriez-vous prêt à parler aujourd'hui? Claude hocha la tête. Comprends-tu ce que cela signifie dire la vérité ici? Oui, dit-il d'une voix basse, même si c'est difficile. On l'appela à la barre. Il s'avança vers le siège de témoin, les mains accrochées aux côtés en bois, les jambes pendantes. Dis ton nom complet, ordonna la juge. Claude Monroe. Et ton âge? 12 ans. La salle était si silencieuse que Claude pouvait entendre le bruit de la plume sur le carnet de l'huissier. Raconte-nous ce qui s'est passé, Claude, avec tes propres mots. Il prit une grande inspiration. Il lui a fait mal. Alina criait toujours, mais cette fois, il la poussait. Elle s'est cogné la tête. Elle n'a pas pleuré, elle a juste cessé de bouger. Sa voix se brisa, mais il ne s'arrêta pas. Je lui ai dit qu'on devait appeler quelqu'un. Il a dit non, que tout irait bien, que j'étais un pleurnichard, que personne ne me croirait de toute façon. Qui t'a dit cela? Demanda la juge avec douceur. Denis Lemoine, l'homme, se remit en place sur son siège. Oui, et que fais-tu après? Je l'ai porté tout le long du chemin jusqu'à la clinique. Tu as porté ta petite sœur de 3 ans, pieds nus, pendant plusieurs pâtés de maison jusqu'à l'hôpital. Oui. Il baissa les yeux, ses mains commençaient à trembler. C'était lui le seul à pouvoir le faire. La juge s'arrêta, son expression était indéchiffrable. L'avocat de la partie adverse se leva. Claude, Denis Lemoine t'a-t-il déjà dit ce qui se passerait si tu parlais? Oui, répondit Claude. Il a dit qu'on nous retirerait, qu'on nous mettrait dans des foyers différents, qu'on nous séparerait. Et cela t'a fait peur? Claude le regarda. Oui, ça me fait encore peur. Un silence s'installa. Puis Denis Lemoine se leva sans que personne ne lui en donne l'ordre. C'est ridicule, lâcha-t-il. Un gamin de 12 ans décide ce qui est vrai? Ce gamin a toujours eu des problèmes avec moi. Il est jaloux, il ne voulait pas que je sorte avec sa mère, depuis le début. Monsieur Denis Lemoine, avertit la juge. Vous inventez des histoires. Regardez-moi, vous croyez que je ferai du mal à un enfant? Stéphanie se leva soudainement. Votre honneur, dit-elle d'une voix tremblante. Puis-je parler? La juge hésita, puis acquiesça. Allez-y, Madame Monroe. Stéphanie avança d'un pas. Avant, je pensais que Claude exagérait, que c'était juste que Denis Lemoine ne lui revenait pas. J'ai laissé la fatigue obscurcir mon jugement, mais j'ai vu les bleus, j'ai entendu les cris et j'ai décidé de ne plus fermer les yeux. Sa voix se brisa. Ma fille aurait pu mourir. Elle se tourna vers Denis Lemoine avec un regard dur. Et toi, tu n'as même pas cligné des yeux. Denis Lemoine grogna. T'es faible, Stéphanie. T'as toujours eu besoin de quelqu'un à blâmer. Non, dit-elle en élevant la voix pour la première fois. J'avais besoin de quelqu'un pour nous protéger, et toi, tu as fait en sorte que mon fils doive le faire. Elle se tourna vers la juge. S'il vous plaît,
laissez-les avec Monsieur Rhodes, c'est le seul adulte qui ne détourne pas le regard. L'avocat de Denis Lemoine lui murmura quelque chose, mais il le repoussa d'un geste de la main. Je les ai protégés, aboya-t-il. J'ai mis de la nourriture sur la table quand elle faisait des quarts doubles, et voilà comment on me remercie. Avec des mensonges et des dessins. Des dessins, demanda la juge en haussant un sourcil. Nathan se leva et sortit un papier plié de sa veste. Lina a fait ça à l'hôpital, dit-il. Ça représente clairement ce qui s'est passé, son cou, Claude la couvrant avec une couverture et sortant de la maison. Ce n'est peut-être pas un témoignage sous serment, mais c'est un témoignage. Et les enfants disent souvent la vérité avec des couleurs avant de trouver les mots. Il le tendit à la juge. Elle l'examina en silence. Après une longue pause, la juge se pencha en avant. J'ai lu les rapports médicaux, les photographies, l'évaluation de la psychologue, et maintenant j'ai écouté l'enfant de mes propres oreilles. Monsieur Denis Lemoine, vous n'aurez plus de contact avec ces mineurs jusqu'à nouvel ordre. Toute tentative entraînera des poursuites pénales. Denis Lemoine ouvrit la bouche, mais ne dit rien. La juge poursuivit d'une voix plus douce. Monsieur Rhodes, merci d'être intervenu. La garde temporaire restera avec vous pendant l'examen complet du dossier. Nathan acquiesça d'un signe de tête. Merci, votre honneur. Claude resta immobile, fixant le bord de la table, essayant de respirer. En sortant de la salle, aucun journaliste ne les suivit. Il n'y eut pas de gros titres, mais quelque chose de sacré avait changé. Dehors, la lumière du soleil était différente, plus douce, dorée, comme si le ciel avait relâché son souffle contenu. Stéphanie se tint aux côtés de Claude, hésitante. « Puis-je marcher avec toi ?» demanda-t-elle. Il la sentit. Ils marchèrent côte à côte, sans se toucher, sans se presser. Après un pâté de maison, elle demanda. « Pourquoi as-tu parlé, même avec peur ?» Claude regarda devant lui. Parce que parfois, les voix les plus petites sont les seules à dire la vérité. Nathan les suivait, quelques pas derrière, leur laissant de l'espace, et là-haut, le tribunal paraissait petit, ordinaire, mais ce jour-là, à l'intérieur, un enfant avait allumé une étincelle. Contre l'obscurité, les portes du tribunal se fermèrent avec un sifflement derrière eux. Dehors, le soleil de l'après-midi recouvrait tout d'une teinte ambrée, les arbres, le trottoir, même le silence entre mère et fils. Stéphanie marchait 2 pas derrière Claude, comme si elle ne savait pas si elle avait la permission de marcher à ses côtés. Nathan gardait une distance respectueuse, sachant que cette partie du chemin ne lui revenait pas. Claude ne parlait pas. Pas encore. Il regardait droit devant lui, un enfant qui avait trop vieilli, trop vite. Les mains dans les poches de la veste que Nathan lui avait donnée, une taille trop grande mais chaude. « On peut s'arrêter pour une glace ?» demanda soudain Lina depuis sa poussette, sa petite voix douce et pleine d'espoir brisant un silence dans l'air. Claude tourna la tête vers elle. « Tu te sens bien ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, les joues roses avec des paillettes. Stéphanie regarda Claude, attendant. Ce n'était plus à elle de décider. Il hésita puis acquiesça. La crèmerie était tranquille, seul le bourdonnement du congélateur et un disque de jazz doux se faisaient entendre dans le coin. Ils s'assirent à une table ronde près de la fenêtre. Lina balançait ses pieds, envoyant des cuillères de glace rose dans sa bouche avec une joie maladroite. Un peu de crème était resté collé sur son nez. Claude ne mangea pas, il la regardait, toujours la regardait. Stéphanie était en face de lui, la cuillère immobile dans son verre. « Je t'emmenais ici, dit-elle. Quand tu avais 5 ans, tu versais du sirop au chocolat partout. » Claude ne répondit pas, je te nettoyais les mains avec des serviettes et je riais. Je ne sais pas pourquoi je me rappelle de ça maintenant. Alors il la regarda. Parce que c'était avant. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Je sais que je ne mérite pas revenir, pas comme ça, mais je veux que tu saches que je vais rester. J'ai signé l'accord. Denis Lemoine ne s'approchera plus jamais. Claude cligna lentement des yeux. Tu vas aller aux réunions, demanda-t-il.
Aux thérapies, oui. Même quand ça deviendra difficile. Stéphanie sentit la détermination dans sa voix. Même alors. Claude regarda son cornet de glace, intact. C'est la seule façon dont je vais te croire. Elle se sentit de nouveau mal. Juste après, presque sans y penser, elle dit d'une voix basse, « Tu aurais pu arrêter avant. » La phrase était simple, mais elle portait des années. « Je sais, » dit-elle, en silence. Alors Lina, insensible à la tension, annonça, « Je vous ai dessiné. » Elle sortit une serviette froissée de sa poche, griffonnée au crayon avec 3 figures en bâton, une grande avec les cheveux bruns, une petite avec des boucles, et une moyenne avec des épaules carrées. « C'est toi, » dit-elle à Nathan. « T'as les bras plus gros. Tu tiens la maison. » Il sourit, mais ce fut Claude qui parla ensuite. « Quand tu veux, » dit-il. « C'est aussi chez toi. » Cette nuit-là, de retour à la maison d'hôte, la lumière de la cuisine brillait, chaleureuse. Nathan faisait frire des œufs pendant que Stéphanie lavait les plats du déjeuner, les manches retroussées. Claude était assis à la table, feuilletant une BD qu'il ne lisait vraiment pas. Lina coloriait à côté de lui, la langue sortie, concentrée. Ce n'était pas parfait, mais c'était calme, et personne ne criait. La décision officielle de garde arriva 3 jours plus tard. Nathan reçut la garde temporaire, avec des visites supervisées autorisées pour Stéphanie, selon la décision de Claude. Un travailleur social viendrait chaque semaine. Il y eut des signatures, des documents scellés, des mots comme stabilité, intérêt supérieur et attention centrée sur le traumatisme. Pour Claude, cela signifiait quelque chose de plus simple, la porte avait une serrure qui fonctionnait. Claude n'entendait plus de cris dans la cuisine. Il y avait de l'espace pour respirer. Un matin, Stéphanie arriva avec une boîte à chaussures dans les mains. Elle la posa sur la table de la cuisine. « Ce sont les tiennes, » dit-elle. « Celles de quand tu étais petit. Je les ai gardées. » Claude ouvrit lentement la boîte. À l'intérieur, il y avait des dessins, une carte d'anniversaire froissée, une couronne en papier d'une chaîne de fast-food. « Tu m'appelais sœur Claude, » dit-elle. « Tu me faisais m'incliner avant d'entrer dans ton fort de couverture. » Claude sourit pour la première fois ce jour-là. Ce fut un petit sourire. Insécure, mais elle resta plus tard. Lorsque Stéphanie sortit dans le jardin, il la suivit. « Pourquoi as-tu apporté ça ?» demanda-t-elle. Il la regarda, surpris. « Parce que je voulais que tu saches que je savais que tu avais toujours été aimé, même quand je ne t'ai pas protégé comme je l'aurais dû. » Claude regarda le jardin. « J'avais l'habitude de t'attendre à la fenêtre, » dit-il. « La nuit, au cas où tu serais rentré tôt. »« Je suis désolé, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas su à quel point j'étais perdu jusqu'à ce que tu cesses de me chercher. » Le vent agitait doucement les arbres. « Je suis toujours en colère, » dit Claude. « Je sais, mais je ne veux pas l'être pour toujours. » Stéphanie avala difficilement sa salive. « Alors peut-être que nous devrions prendre un dessin à la fois. » Il la ressentit, puis retourna à l'intérieur. Une semaine plus tard, la sonnette retentit. Claude ouvrit la porte et trouva une enveloppe brune sur le tapis. À l'intérieur, une photo de la cour, lui assis, droit, courageux, disant la vérité. Au dos, Nathan avait écrit en lettres cursives. La justice ne crie pas toujours, Claude, parfois elle marche en silence, près des pieds les plus petits. Il n'y avait pas de signature, juste l'adresse d'une fondation privée de bourse. Claude posa la photo près du dernier dessin de Lina sur le réfrigérateur, sous lequel il colla un mot écrit au marqueur bleu épais, dans une maison qui n'était plus habitée par des cris, mais par le calme d'une cuisine baignée de lumière et de force tranquille. Un enfant, qui avait porté plus que ce qui lui revenait, laissa enfin échapper quelque chose, pas de rancune, pas de culpabilité, juste une petite part d'espoir. Et il resta là. Le soleil filtrait à travers des rideaux en dentelle, chaud et doux comme un murmure sur le parquet de bois. C'était le premier samedi du mois, le jour des hot cakes, comme Lina l'appelait, et la cuisine sentait la cannelle et quelque chose de légèrement brûlé.
Claude était devant la cuisinière, retournant des pancakes imparfaits, tandis que Lina, assise au comptoir avec les genoux repliés, dessinait. Ses cheveux avaient poussé, des boucles douces jusqu'aux épaules, plus emmêlées, plus tirées. Nathan entra, un tas de courriers à la main. Pour une fois, il semblait détendu, comme un homme qui commençait à apprendre l'art de rester. « Claude, il y a quelque chose pour toi, » dit-il en déposant une enveloppe blanche sur la table. Claude se nettoya les mains et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait un prospectus plié avec une seule phrase en grosses lettres, « Lumière de Lina, une fondation pour les enfants silencieux ». En dessous, une photo de Lina prise au printemps dernier, assise dans un champ de fleurs sauvages, tenant un pinceau, souriant les yeux fermés. « Oh, c'est réel ?» demanda Claude, à peine un murmure. Nathan la sentit. « C'est approuvé depuis hier, tout est prêt, le fond aussi. » Claude passa son doigt sur le bord du prospectus. « Donc elle va pouvoir aider d'autres enfants maintenant. »« Elle l'a déjà fait, » dit Nathan. « Cela rend juste tout officiel. » Lina leva les yeux. « C'est mon nom. » Claude lui montra le prospectus. « C'est ton nom, ta lumière. » Elle cligna des yeux. « Je pensais que je n'avais pas de lumière. »« Tu l'as toujours eue, » dit-il. « Même quand tu la cachais. » Elle sourit, puis sortit une feuille de son carnet de dessin. Elle, Claude et Nathan sous un grand soleil. Elle la donna à Nathan. « C'est pour toi. » Il la plia délicatement, comme si c'était quelque chose de sacré. Cet après-midi-là, ils visitèrent le centre communautaire qui abriterait la première salle d'art de la fondation. Le bâtiment avait été une bibliothèque, maintenant sans étagères, les murs peints en jaune pâle. Et au centre du mur du fond commençait une fresque, des coups de pinceau de ciel, des arbres, et une petite fille tenant une lanterne. Claude traça le contour du doigt. « Elle ne lui ressemble pas exactement, » dit-il. « Ce n'est pas censé être le cas, » répondit Nathan. « C'est censé ressembler à n'importe quel enfant qui a attendu dans l'obscurité. » Stéphanie arriva juste avant le coucher du soleil, avec une pile de livres pour le coin lecture. Ses yeux se radoucirent en voyant Claude aider Lina à sortir les crayons de couleur. « Tu dors mieux maintenant ?» lui dit-elle à voix basse à Nathan, et lui, il est plus tendre avec elle, comme s'il croyait enfin qu'elle allait rester. Nathan ne répondit pas, se contenta d'hocher la tête. Stéphanie s'approcha de son fils. « J'ai apporté la couverture bleue de chez grand-mère pour le coin de la sieste. » Claude s'arrêta. « Ça nous enveloppait quand la lumière s'éteignait, je me souviens, » dit-elle. Ça sentait toujours la bande et la fumée de bois. Claude ne sourit pas, mais prit la couverture avec soin, comme si c'était quelque chose pour laquelle il valait la peine de commencer à lui pardonner. L'après-midi se transforma en nuit. Le centre se vida, la lumière dansant sur les nouvelles fenêtres avant de disparaître. Avant de partir, Lina courut à nouveau à l'intérieur, s'arrêta devant la fresque pendant longtemps, puis murmura quelque chose que personne n'entendit. Quand elle se retourna, des larmes brillaient sur ses joues. Ce n'étaient pas des larmes de peur, mais des larmes douces, celles qui viennent quand quelque chose s'ouvre à l'intérieur et respire. « Qu'est-ce que tu as dit à la peinture ?» demanda Stéphanie. Lina haussa les épaules. « Je lui ai dit merci de m'avoir attendu sur le chemin du retour. » Nathan resta un peu derrière, leur laissant de l'espace. Claude prit la main de Lina. Elle la lui laissa prendre. « Tu sais, » dit-elle, « tu es mon frère préféré. » « Je suis ton seul frère, » répondit Claude. « Je sais, » dit-elle. « C'est pour ça que c'est spécial. » À la maison, Lina s'endormit rapidement, un crayon à la main et son carnet de dessin à côté. Claude resta debout dans le couloir un bon moment, la regardant depuis la porte. « Tu crois qu'elle va se souvenir de certaines choses ?» demanda-t-il à voix basse à Nathan. « Oui, » répondit-il, « mais pas de tout. Mais les enfants sont bons pour garder ce qui compte et laisser le reste devenir de la fumée. » Claude hocha lentement la tête. « Parfois, elle sursaute encore, » ajouta Nathan. « Et toi ?» demanda Claude. Nathan ne répondit pas tout de suite. « Je crois que oui, »
dit-il enfin, parce que je ne marche plus seul. Ils restèrent là, dans le couloir, deux ombres côte à côte, sans plus de cage, sans plus de chemins obscurs, seulement le murmure tranquille d'une maison qui apprenait à soutenir les gens à nouveau. Et dans le réfrigérateur, sous les dessins de arc-en-ciel de Lina et la photo du procès de Claude, un aimant tenait une nouvelle feuille de papier qui disait: La lumière de Lina n'est pas un lieu, c'est une promesse, et cette promesse, comme la fille qui lui donna son nom, ne vacille pas, ne s'éteint pas, elle reste. Pas tous les héros portent une cape. Certains ont 12 ans, des yeux fatigués et une couverture froissée. D'autres ont 3,1 dessins serrés dans une petite main. Et certains, comme Nathan, comme Stéphanie, comme toi qui as lu jusqu'ici, sont simplement des personnes qui, à un moment donné, décident de rester. La lumière de Lina n'est pas seulement un nom, c'est un rappel que même quand le monde te fait défaut, l'amour peut revenir. Je sais que le silence n'est pas toujours la fin d'une histoire, il peut être la respiration avant que quelqu'un enfin parle. Peu importe à quel point la blessure est profonde, la guérison commence avec une personne prête à dire « Je te crois », dans un monde où il est facile de regarder ailleurs. Cette histoire ose regarder de près pour nous rappeler que ce que nous choisissons de remarquer peut sauver une vie, ou deux, ou beaucoup. Alors, si tu lis ceci aujourd'hui, demande-toi, qui pourrait avoir besoin de ta présence silencieuse, de ton oreille attentive, de ta deuxième chance? Et encore plus important, comment vas-tu toi? Est-ce que tu dors suffisamment? As-tu mangé quelque chose de chaud? As-tu laissé quelqu'un s'approcher, même un peu? Parce que parfois, la personne que tu dois le plus sauver, c'est toi-même. Prends soin de ton cœur aujourd'hui, tu comptes plus que tu ne l'imagines. Et quelque part, quelqu'un comme Claude ou Lina espère qu'il y aura plus de gens comme toi dans le monde. Sois cette lumière et laisse-la rester.